Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui se vit souvent dans l'ombre, celui des maladies invisibles. Oui, un sujet très important. Et pour ça, notre point de départ, c'est un texte assez court, mais d'une densité, je trouve, incroyable. C'est un poème de Gilles Besson qui s'appelle « Les maladies invisibles ». Hum, Et notre but, c'est un peu de s'en servir comme d'une clé. Une clé pour ouvrir la porte sur un vécu qui est souvent inaccessible. On va explorer ensemble ce décalage. Ce fossé même. Oui, ce fossé permanent entre ce que vit une personne et ce que les autres perçoivent de l'extérieur. Et essayer de comprendre un peu la charge mentale que tout ça représente. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que le poème, il ne perd pas de temps. Il met les pieds dans le plat dès les premiers vers. L'auteur écrit que ce besoin de reconnaissance est obligé. Oui, Tu n'attends pas de compassion, mais simplement de la compréhension. Et cette distinction, elle est fondamentale. c'est ça. On ne demande pas qu'on pleure avec nous, mais... Mais qu'on nous croit. Exactement. La compassion, ça peut parfois être un peu infantilisant, ça crée une distance, alors que la compréhension, c'est une validation. Mhm. C'est un acte qui dit « Ok, je ne vois peut-être pas ta lutte, mais je crois qu'elle existe. C'est une quête de légitimité bien plus que de pitié, en fait. » C'est clair. Et cette quête de légitimité, justement, elle se heurte à un mur qui est la nature même de ces maladies. L'auteur utilise une image qui m'a beaucoup parlé. Laquelle? Il dit « Insipides, inodores, elles sont aussi translucides ». C'est une métaphore sensorielle très, très forte, je trouve. Ah oui. Notre cerveau, il est câblé pour réagir à ce qu'il voit, à ce qu'il sent, à ce qu'il touche. Et là, on nous parle de quelque chose qui échappe à tous nos capteurs. C'est présent, mais ça n'a pas de prise sur le réel pour un observateur extérieur. Voilà. Et c'est là que tout commence. C'est la source de tous les malentendus. Et d'ailleurs, le poème nous plonge tout de suite dans une situation très concrète que tout le monde connaît, la file d'attente. Ah, la fameuse file d'attente. Oui, il écrit « Dans le regard des gens, tu as déjà lu l'indignation quand dans une file d'attente, tu passes devant les autres, parce qu'on a décrété que tu étais prioritaire. C'est un microcosme de toute la problématique, ça. Un droit qui est censé alléger un fardeau, qui devient une source d'agression sociale, presque. » C'est ça. Et ce qui est terrible, c'est que ce regard, cette indignation, comme il dit, ça transforme la personne en suspect. Oui, on lui a donné une carte de priorité, donc une reconnaissance officielle de sa difficulté, mais dans l'arène sociale, cette carte, elle ne vaut rien. Pire que ça. Oui, au contraire, elle vous désigne comme un tricheur potentiel. Le droit devient une accusation. Et cette accusation silencieuse, dans le regard des gens, on imagine à peine l'épuisement que ça doit engendrer. C'est clair. On se retrouve forcé de se justifier. Tout le temps. Pour un droit qui est légitime. C'est un fardeau mental constant. Et le poème le dit très bien, mais aux yeux de tes semblables, tu es finalement très ordinaire. C'est la double peine. Exactement. C'est une double peine. Cette normalité apparente, elle vous oblige à faire un effort énorme pour faire des choses simples, tout en vous privant de la reconnaissance de cet effort. On est jugé sur son apparence, pas sur sa réalité. C'est une dissonance permanente. Et cette tension entre l'apparence et le réel, entre le droit et le jugement, ça amène le poème à son passage le plus brutal. Je dois avouer, la première fois que je l'ai lu, il m'a mis mal à l'aise, avant que je comprenne la détresse immense qu'il y a derrière. L'auteur écrit C'est le passage sur le fauteuil roulant, oui. « Oui, alors très connement, et l'espace d'un instant, tu te surprends à penser que le paraplégique et l'unijambiste sont des privilégiés, C'est un mot très fort, privilégié. très forts, qui n'ont pas besoin de justifier qu'on doit leur laisser la priorité. C'est une pensée violente, presque interdite. C'est une pensée qui nous choque, c'est sûr, parce qu'elle inverse complètement la hiérarchie qu'on se fait de la souffrance. Mais c'est là qu'il faut analyser ce qu'est ce privilège. Ce n'est pas le handicap, évidemment. Bien sûr que non, personne n'envie une telle situation. Le privilège, ici, c'est la visibilité de la légitimité. C'est ça le point clé. D'accord, je vois. Un fauteuil roulant, c'est une preuve, c'est irréfutable. Ça coupe court au débat, ça éteint le jugement avant même qu'il ne puisse naître. La personne en fauteuil, elle n'a pas à dépenser son énergie à prouver sa difficulté. Elle peut la consacrer à la gérer. C'est fascinant. Cette pensée, c'est presque un cas d'école de ce que les psychologues appellent la privation relative, non? C'est exactement ça. Ce n'est pas qu'on veut la souffrance de l'autre, mais on compare sa propre situation, qui est illégitime aux yeux de tous, à une autre qui, elle, est socialement acceptée et reconnue. La frustration, elle naît de cette comparaison de statut. C'est tout à fait ça. La privation ne porte pas sur la condition physique, mais sur la reconnaissance sociale.
C'est le cri d'une personne qui dit « J'en ai marre. J'en ai marre de devoir me battre pour être crue. Je donnerais n'importe quoi pour que ma souffrance soit une évidence. » Pour qu'elle parle d'elle-même. Voilà. Et ce qui rend ce passage si puissant, c'est la lucidité de l'auteur. Il qualifie lui-même sa pensée de très connement. Il ne revendique rien, il confesse un moment de faiblesse, un épuisement mental si profond qu'il en vient à des pensées paradoxales. C'est d'une honnêteté qui désarme. Et cette honnêteté, on la retrouve juste après, quand il aborde une autre situation, plus intime, plus insidieuse, celle du compliment qui blesse. Ah oui. On a tous dit ou entendu cette phrasard. « Je suis content de te voir, tu as bonne mine ». Ça part d'une bonne intention, hein. On veut être positif, rassurant. Bien sûr. Mais c'est là qu'on touche à un concept qui est vraiment clé pour comprendre le quotidien de ces personnes. C'est le masquage, ou ce qu'on appelle parfois le travail émotionnel. Le masquage. Oui, les personnes atteintes de maladies invisibles, elles dépensent une énergie colossale pour paraître normales, pour ne pas inquiéter et ne pas déranger, pour maintenir une façade sociale. Avoir bonne mine, ce n'est pas un état de fait, c'est le résultat d'un effort. Donc, quand on dit « tu as bonne mine, même avec bienveillance », on valide en fait le masque, et pas la personne qui souffre derrière, c'est ça? C'est ça. On lui dit, sans le vouloir, ton effort pour cacher ta douleur fonctionne, et ça me rassure, donc je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin. C'est tout à fait ça. Et la violence de la situation, elle est révélée par les vers qui suivent dans le poème. Sauf que je ne te parle pas de ma nuit agitée que j'ai passée à me vider. C'est cru. C'est très cru. Pendant que tu étais confortablement installé dans les bras de Morphée. Le contraste est brutal. La bonne mine est une façade qui est construite sur les ruines d'une nuit de souffrance. Et ce petit compliment anodin, sans le savoir, vient nier tout ce qu'elle verse. Exactement. Il renforce l'isolement en fermant la porte à une possible confidence. Pourquoi est-ce qu'on se confierait à quelqu'un qui vient de nous dire qu'il ne voit rien? C'est vrai que ça crée un dilemme. Soit on accepte le compliment et on se tait, et donc on renforce son propre isolement, soit on le contredit, ah non, en fait ça ne va pas du tout, et on risque de passer pour quelqu'un qui se plaint De casser l'ambiance. Voilà, de casser l'ambiance. C'est un piège social. Un piège épuisant. Le masquage est une stratégie de survie sociale, mais son coût, c'est l'invisibilité et la solitude. Et ça nous amène au dernier point que soulève le poème, la raison de ce silence. Pourquoi les gens ne disent rien? Oui, ce n'est pas un manque de désir de communiquer. L'auteur écrit « Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que la pudeur les empêche d'exprimer leur façon de penser. Cette notion de pudeur, elle est intéressante. On pourrait penser que c'est une protection contre le jugement des autres, ce dont on vient de parler, mais j'ai l'impression que c'est encore plus profond. » Tu le doigt sur un point crucial. Il y a bien sûr la peur du jugement extérieur, le scepticisme, l'incompréhension. Oui. Se raconter, c'est se rendre vulnérable. Et quand on est déjà diminué par la maladie, comme le dit le poème, on n'a pas toujours la force de mener cette bataille en plus. D'accord. Mais il y a aussi cette forme d'autocensure pour protéger ses relations. Parler constamment de sa douleur, c'est prendre le risque de lasser, de faire fuir. Alors par pudeur, et aussi par amour ou par protection de l'autre, on se tait. Le silence devient alors une sorte de rempart pour préserver le peu de normalité qu'il reste dans les relations. C'est un calcul coût-bénéfice permanent. Tout le temps. Est-ce que le soulagement de parler vaut le risque de peser sur l'autre? Exactement. La pudeur ici, ce n'est pas de la timidité. C'est un mécanisme de défense complexe pour préserver son énergie et sa dignité. C'est une façon de dire « Mon combat est déjà assez lourd, je ne peux pas en plus gérer l'impact de mon récit sur vous. » Tout ça rend l'appel final du poème à la fois simple et incroyablement pertinent. Il ne demande pas l'impossible. Non, pas du tout. Il dit « Je vous invite à ne plus critiquer ceux qui les transportent, car ils sont déjà très affectés, et sincèrement, ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est une demande de soustraction, pas d'addition. Arrêtez d'ajouter du poids sur une charge qui est déjà écrasante. » Et la conclusion est d'une clarté limpide. La seule manière de les aider, c'est simplement de ne pas les juger. Voilà, c'est le cœur du message. Conscient de suspendre son jugement, d'accorder par défaut le bénéfice du doute. C'est un appel à l'humilité, en somme. Oui, L'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas, que nos yeux ne sont pas des scanners médicaux et que notre intuition, elle peut être complètement fausse. précisément. Si on doit synthétiser un peu, ce poème est bien plus qu'une plainte. C'est un véritable manuel de savoir-vivre ensemble. C'est une bonne formule.
Il nous donne des clés de lecture sur des dynamiques sociales qui sont invisibles. Il nous montre que le besoin premier, c'est la légitimité. Il décortique la charge mentale de la justification permanente et l'épuisement qui mène à des pensées extrêmes. Comme cette idée de privation relative. Voilà. Il met en lumière le piège du masquage social et l'isolement que ça engendre. Et surtout, il nous martèle une idée contre-intuitive mais essentielle. L'absence de preuve visible n'est jamais une preuve de l'absence de souffrance. C'est un résumé parfait. Le poème nous laisse avec cette invitation très forte. Ne pas juger. C'est la base, le prérequis indispensable. Mais après notre discussion, je me pose une question pour aller un peu plus loin. Je vous écoute. Au-delà de cette posture passive qui est nécessaire, de ne pas juger, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'individu et en tant que société, devenir plus proactif? C'est une excellente question. Après avoir compris les mécanismes du masquage, le poids de la pudeur, comment pourrait-on activement construire un environnement de confiance, un espace où ce masque ne serait plus une nécessité de survie? Un monde où la parole sur la souffrance invisible pourrait se libérer, sans cette peur systématique d'être invalidée ou mise en doute.